Imagine. Tu es une femme. Tu as consacré 13 ans de ta vie à un seul homme. 13 ans à te lever avant lui, à dormir après lui, à prier pour lui quand lui dormait déjà. Tu as vendu tes bijoux pour payer ses dettes. Tu as menti à ta mère pour cacher sa honte. Tu as jeûné des nuits entières pour que Dieu le bénisse. Et Dieu l'a béni. Il a réussi. Il a des voitures, une villa, un titre gravé sur sa carte de visite. Et le jour où tu te dis enfin, c'est notre tour de récolter ce qu'on a semé ensemble, il s'assoit en face de toi dans le salon que tu as décoré, sur le canapé que tu as choisi, dans la maison que tu as construite avec lui, et il te regarde droit dans les yeux. Et il dit, je veux prendre une autre femme. Tu n'entends plus rien. Comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est ce qu'il dit après. La raison qu'il donne. La façon dont il te réduit, toi et tes enfants, à une seule phrase froide, prononcée sans une seule hésitation. Et ce jour-là, quelque chose meurt en toi. Mais quelque chose d'autre naît. Et ce quelque chose-là, personne dans cette famille ne l'avait vu venir. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes n'est pas une simple histoire. C'est le portrait d'une femme que la trahison a transformée. Et avant que cette vidéo se termine, tu vas comprendre pourquoi le silence d'une femme blessée est parfois la chose la plus dangereuse qui soit. Voici l'histoire de Fatou. Dans le quartier de la Riviera Golf, à Abidjan, là où les maisons parlent d'argent avant même d'ouvrir leur portail, vivait une femme que tout le monde admirait de loin. Fatou Koné, 41 ans, épouse de Moussa Koné, directeur général d'une société d'import-export en pleine expansion. Vue de l'extérieur, sa vie ressemblait à un rêve soigneusement encadré. Une villa sur 2 niveaux avec une piscine qui brillait comme un miroir sous le soleil d'Abidjan. 2 filles brillantes inscrites dans une école internationale française. Des employés de maison, un chauffeur, des sorties dans les grands restaurants du plateau. Une garde-robe que d'autres femmes commentaient en silence dans les mariages et les baptêmes. Les gens la regardaient et pensaient, cette femme a tout. Mais les gens regardent toujours les façades. Jamais les fondations. Et les fondations de cette villa étaient en train de se fissurer depuis longtemps. Depuis si longtemps que Fatou elle-même avait arrêté de compter les fissures. Elle avait simplement appris à marcher dessus sans tomber. Ce que les voisins ne voyaient pas, c'est que derrière les rideaux en velours et les carrelages polis, Fatou dormait souvent seule dans un grand lit. Que les repas qu'elle préparait refroidissaient sur la table pendant qu'elle attendait un homme qui rentrait à des heures impossibles. Que les merci avaient disparu de son quotidien depuis des années. Que le regard de son mari, autrefois rempli d'une tendresse qui lui donnait de la force, était devenu un regard de propriétaire. Pas d'amour. De propriété. Et ça, le monde de la Riviera Golf n'en savait rien. Personne ne savait. Sauf Mariama. Mariama, 9 ans, première fille de Fatou, avec les yeux de sa mère et la patience de quelqu'un qui a trop tôt appris à observer les adultes en silence. Les enfants voient tout. Ils ne disent rien. Mais ils voient tout. Pour comprendre ce qui arrive à Fatou ce samedi, il faut d'abord revenir en arrière. 14 ans en arrière. À une époque où Moussa Koné n'était pas encore monsieur le directeur. Où il n'y avait pas de villa, pas de convoi, pas de carte de visite dorée. Où il n'était qu'un jeune homme de 28 ans avec de grandes ambitions, un costume propre acheté au marché d'Adjamé, et des poches vides qu'il savait bien cacher. C'est lors d'un baptême à Trècheville que leurs chemins se sont croisés. Fatou venait d'une famille humble mais droite. Son père, instituteur à la retraite, lui avait inculqué 2 choses, la valeur du travail et la dignité du silence. Sa mère, qui vendait du tissu wax au marché depuis 20 ans, lui avait appris quelque chose de plus difficile, comment aimer sans se perdre. Fatou avait 27 ans ce jour-là.
Elle n'était pas du genre à chercher un mari dans les fêtes. Elle était venue accompagner sa cousine, elle comptait partir tôt, et elle avait une liste de choses à faire le lendemain. Mais Moussa avait souri. Et ce sourire-là avait une qualité particulière. Pas le sourire du séducteur qui sait qu'il est beau. Le sourire de quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il dit. Il l'avait abordé simplement. Pas avec des lignes toutes faites. Avec une question honnête. Est-ce que tu crois que les rêves peuvent nourrir une femme, ou est-ce qu'il vaut mieux un homme qui a déjà tout mais n'a aucun rêve? Elle avait répondu sans réfléchir, un homme sans rêve est déjà mort à l'intérieur. Il avait ri. Vraiment ri. Et dans ce rire, quelque chose avait commencé. Ils s'étaient revus la semaine suivante. Puis encore. Puis encore. Moussa lui avait dit très vite qu'il n'avait pas grand-chose. Une petite agence commerciale qui peinait à décoller. Une chambre en colocation à Adjamé. Des dettes qu'il gérait une à une avec la discipline d'un homme qui refuse de se laisser couler. Il lui avait tout dit. Sans honte, sans embellissement. La plupart des hommes mentent sur ce qu'ils ont pour impressionner. Moussa, lui, avait dit la vérité pour voir si elle resterait. Elle était restée. Leur mariage avait eu lieu 8 mois plus tard. Simple, chaleureux, sans prétention. La cour de la maison familiale de la mère de Fatou à Trècheville. Des chaises en plastique disposées en demi-cercle. Des voisins qui apportaient des plats. Des enfants qui couraient partout. Un griot qui chantait. Une atmosphère qui sentait le vrai, pas le spectacle. Leur premier logement, c'était 2 pièces louées dans une ruelle d'Adjamé. Le ventilateur au plafond avait la manie de s'arrêter sans prévenir. Quand il pleuvait fort, l'eau trouvait toujours un chemin par la fenêtre mal jointée. Le voisin du dessus écoutait de la musique jusqu'à minuit passé les vendredis. Mais ils étaient ensemble. Et ensemble, ça voulait dire quelque chose à cette époque-là. Fatou travaillait comme assistante administrative dans une structure de microfinance. Son salaire était modeste, mais elle gérait chaque franc avec une précision remarquable. Elle savait faire un repas équilibré avec peu. Elle savait trouver les marchés où les légumes étaient frais et moins chers. Elle savait économiser sans que ça se voie. Et quand l'agence de Moussa traversait une mauvaise période, ce qui arrivait souvent au début, c'est Fatou qui équilibrait les comptes sans jamais le dire à voix haute. Sans jamais lui faire sentir qu'elle portait quelque chose qu'il aurait dû porter lui-même. Parce que c'est ça, aimer quelqu'un. Pas l'amour des films. L'amour des matins difficiles. L'amour qui se lève quand l'autre est à terre. Un soir de décembre, Moussa était rentré avec le visage de quelqu'un qui avait perdu une bataille importante. Un fournisseur l'avait trahi sur une livraison. 200 000 francs CFA perdus. Il devait rembourser un client, payer ses fournisseurs, et il n'avait rien. Il ne lui avait rien demandé. Il s'était assis à la petite table en bois et avait regardé le mur. Fatou lui avait posé une assiette devant lui. Mange d'abord, elle avait dit. Après dîner, sans lui annoncer ce qu'elle faisait, elle était sortie. Elle était revenue 2 heures plus tard avec 250 000 francs. Moussa l'avait regardée. Comment? Elle avait haussé les épaules. J'ai vendu les bracelets que maman m'avait donnés le jour du mariage. On les rachètera. Il ne l'avait jamais oublié. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru pendant des années. Les bracelets, il ne les avait jamais rachetés. Mais l'entreprise avait survécu ce soir-là. Et c'est sur ce sauvetage silencieux qu'une partie de l'empire Koné avait été construit. La croissance avait été lente, puis soudaine. Comme toutes les vraies réussites. D'abord un contrat plus important qu'à l'habitude. Puis un partenariat avec un importateur libanais qui voyait quelque chose de sérieux dans la façon dont Moussa travaillait. Puis un premier marché avec une administration publique. Puis un deuxième. Puis une expansion vers le Mali, puis le Sénégal.
Et Moussa était devenu monsieur le directeur. Les gens qui l'ignoraient dans les couloirs se levaient maintenant à son passage. Les oncles qui l'avaient considéré comme le raté de la famille l'appelaient maintenant pour lui demander de l'aide. Les mêmes femmes qui avaient plaint Fatou d'avoir épousé un homme sans moyens cherchaient maintenant à s'approcher d'elle pour accéder à son mari. Et Fatou souriait. Elle portait la réussite de Moussa avec la fierté discrète de quelqu'un qui sait ce que ça a coûté vraiment. Mais ce qu'elle ne voyait pas encore, c'est que le succès avait commencé à changer l'homme qu'elle avait aimé. Pas d'un coup. Pas de façon dramatique. Comme une eau qui creuse une roche. Lentement, imperceptiblement, mais sans jamais s'arrêter. Les premiers signes avaient été si petits qu'elle les avait excusés sans même s'en rendre compte. Il commençait à rentrer plus tard. Les réunions s'éternisaient. Les dîners en famille se faisaient de plus en plus rares. Il répondait à ses messages avec moins de chaleur. Il regardait son téléphone plus qu'il ne la regardait elle. Quand elle lui demandait comment s'était passée sa journée, il répondait bien en regardant ailleurs. Puis les voyages avaient commencé. Dakar, Bamako, Ouagadougou. Parfois il partait le vendredi et rentrait le lundi. Parfois il prévenait le matin même. Et les nuits étaient devenues silencieuses d'une façon différente. Pas le silence chaleureux des couples qui n'ont plus besoin de mots. Le silence froid de deux personnes qui partagent un espace mais plus une vie. Fatou avait commencé à prier davantage. Peut-être que c'est le stress du travail, elle se disait. Peut-être que c'est le poids des responsabilités. Peut-être que ça va revenir. Il revient toujours à moi, cet homme. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que les nuits où il rentrait sentir un parfum inconnu, il n'était pas dans des réunions d'affaires. Il était avec Yasmine. Yasmine Diabaté, 26 ans, secrétaire de direction recrutée 18 mois plus tôt dans la succursale de Moussa au plateau. Belle avec la beauté que les hommes remarquent immédiatement et que les femmes évaluent en 3 secondes. Intelligente d'une intelligence pratique, celle qui sait exactement à quel moment sourire, à quel moment se taire, et à quel moment avancer. Elle avait compris en quelques semaines quel genre d'homme était Moussa Koné. Un homme en pleine réussite qui cherchait quelqu'un pour qui cette réussite soit encore impressionnante. Pas une femme comme Fatou, qu'il avait connue avant et qui savait exactement d'où venait chaque centime de cette fortune. Mais quelqu'un pour qui il était déjà le directeur. Déjà le grand. Déjà l'arrivée. Elle lui avait offert ça. Et lui avait pris. Pendant 18 mois, Fatou avait vécu à côté d'une trahison qu'elle sentait sans pouvoir la nommer. Comme une fumée sous une porte fermée. Tu sais qu'il y a du feu quelque part, mais tant que tu n'ouvres pas la porte, tu peux encore faire semblant que non. Puis vint le soir où la porte s'ouvrit. Il était 23h30 quand le portail automatique de la villa s'était ouvert pour laisser entrer le SUV noir de Moussa. Fatou était dans le salon depuis 2 heures, assise dans la pénombre, avec ce plat de riz jollof qu'elle avait refait une 2e fois parce que le premier avait trop refroidi. Elle s'était levée quand il était entré. Pas par obligation. Parce que quelque chose en elle espérait encore. L'odeur l'avait frappée avant ces mots. Sucrée, entêtante, définitivement féminine. Pas son parfum à elle. Un parfum qu'elle ne connaissait pas. Tu es en retard, avait-elle dit doucement. Il n'avait pas levé les yeux vers elle. Il avait posé sa montre sur le meuble de l'entrée comme si elle n'était pas là. J'avais une réunion qui s'est prolongée. Il avait dit ça facilement. Trop facilement. Avec la fluidité des gens qui mentent si souvent que le mensonge ne leur demande plus d'effort. J'ai gardé ton repas au chaud, avait-elle dit. Je n'ai pas faim. Il était déjà en train de défaire ses chaussures. Et c'est là qu'elle l'avait vu. Un long cheveu lisse, châtain, presque doré sous la lumière de l'entrée, qui reposait sur l'épaule de sa veste sombre comme une signature. Ses doigts avaient tremblé. Moussa. Il s'était arrêté. Quoi?
Sa voix à elle n'était qu'un souffle. C'est qui? Pour la première fois ce soir-là, il s'était vraiment retourné. Il l'avait regardée. Et son regard ne portait ni culpabilité ni honte. Juste de l'agacement. Le regard de quelqu'un qu'on dérange. Puis il avait ri. Un rire court, presque méprisable. Fatou, arrête tes cinémas. Je ne fais pas de cinéma. Je te pose une question simple. Il s'était rapproché d'elle d'un pas. Et ce qu'il avait dit alors, elle ne l'oublierait jamais de sa vie. Si j'étais avec une autre femme, qu'est-ce que tu ferais exactement? Le salon avait semblé rétrécir autour d'elle. Cette question-là n'était pas une question. C'était une déclaration. Il lui disait, je fais ce que je veux. Et tu ne peux rien y faire. Il était monté à l'étage. Elle était restée debout dans l'entrée avec le plat dans les mains, le parfum inconnu dans l'air, et une réponse qu'elle n'avait pas su formuler. Elle avait posé le plat sur la table et s'était assise dans le noir jusqu'à l'aube. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle avait réfléchi. 2 semaines après cette nuit-là, le samedi est arrivé. Ce samedi-là, Fatou l'avait senti dès le matin. Quelque chose dans la façon dont Moussa s'était levé. Trop calme. Trop organisé. Il avait envoyé les filles chez les parents de Fatou sans vraiment expliquer. Il avait congédié le personnel de maison pour la journée avec un prétexte vague. Il avait passé 2 appels dans sa chambre en fermant la porte. Ces petits détails, Fatou les avait tous enregistrés. Il était venu la trouver dans le salon en début d'après-midi. Boubou blanc, broderie dorée sur les manches, montre en or qui brillait. Le costume d'un homme qui sait qu'il va se battre et qui veut que son adversaire soit impressionné avant même que les mots commencent. Il s'était assis en face d'elle. Nous devons parler. Fatou avait posé son livre. Elle avait croisé les mains sur ses genoux. Elle était déjà prête, d'une certaine façon. Pas prête pour le contenu. Personne ne peut vraiment se préparer à ça. Mais prête à recevoir ce qui venait, avec la dignité que 13 ans lui avaient appris. Il n'avait pas tourné autour du pot. Moussa ne faisait jamais ça. C'était même l'une des choses qu'elle avait aimées chez lui. Cette façon directe de dire les choses. Je veux prendre une deuxième femme. Le verre dans sa main avait glissé. Elle n'avait pas essayé de le rattraper. Elle avait entendu le bruit de l'impact sur le carrelage, l'eau qui se répandait, les morceaux de verre qui s'éparpillaient. Comme en dehors d'elle-même. 13 ans. 13 ans qui venaient de se fragmenter comme ce verre sur le sol. Sa voix quand elle avait parlé était à peine reconnaissable. Moussa. Après tout ce qu'on a traversé. Il avait haussé les épaules avec la facilité d'un homme qui avait déjà décidé. Ne commence pas le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel. Voilà comment il appelait 13 ans de loyauté. Fatou avait respiré. Elle avait regardé cet homme qu'elle avait relevé de terre, et elle avait demandé simplement, pourquoi? Et là, il avait dit la chose. La phrase que des milliers de femmes africaines connaissent. La phrase qui a brisé des foyers, effacé des histoires entières, réduit des vies à une seule insuffisance. Il avait dit, parce que tu ne m'as donné que des filles. Silence. Un silence qui fait mal différemment d'un bruit fort. Le silence qui s'installe dans la poitrine et qui comprime tout. Fatou avait pensé à Mariama. À Aïcha. À leurs visages endormis, à leur rire du matin, à la façon dont Aïcha appelait encore papa papa en courant quand elle entendait sa voiture dans la rue. En une seule phrase, cet homme avait décidé qu'elle n'était pas assez. Ce sont tes enfants, avait dit Fatou. Il avait soupiré. Ce n'est pas la question. Elle s'était levée lentement. Donc parce que j'ai mis au monde des filles, tu veux ramener une autre femme dans ma maison? Si tu veux le formuler ainsi. Oui. Et pour être sûr qu'elle comprenait bien l'étendue de la trahison,
pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, aucun espoir que ce soit seulement une crise, il avait ajouté, elle s'appelle Yasmine. Et elle attend déjà mon enfant. Fatou avait agrippé le dos du canapé. Enceinte. Il avait construit un autre avenir pendant qu'il rentrait encore dormir sous le même toit qu'elle. Il avait planifié, choisi, confirmé. Et il venait lui présenter ça comme un rapport d'activité. Sa voix s'était élevée malgré elle. Et tu oses venir me dire ça comme ça? Il avait pointé un doigt dans sa direction. Baisse la voix. Tu m'as trahi. Tu as mis une autre femme enceinte. Et tu me demandes de baisser la voix? Je suis toujours ton mari. Son mari. Elle avait regardé cet étranger en boubou blanc et elle avait cherché quelque chose de familier dans son visage. Elle n'avait rien trouvé. Il avait sorti son téléphone sans lui laisser le temps de répondre. Maman. Viens à Abidjan demain matin. Appelle les oncles aussi. Il faut une réunion de famille. Il avait raccroché. Et il était passé devant Fatou comme devant un obstacle qu'on contourne plutôt qu'une personne à qui on doit quelque chose. Je te conseille de te tenir avec dignité demain. Ne te déshonore pas devant ma famille. Puis il était monté à l'étage. Et Fatou était resté seul dans le salon. Du verre brisé à ses pieds. Un repas froid dans la cuisine. Le silence d'une maison vide qui commence à ressembler à une prison. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle a marché dans la maison pendant des heures. Elle est passée dans la cuisine, elle a regardé les photos accrochées dans le couloir, celles du mariage, celles des naissances, celles des vacances à Grand Bassam, celles des fêtes de fin d'année. Elle les a regardées longtemps. Puis elle est entrée dans la chambre de ses filles. Mariama et Aïcha dormaient avec cette paix totale que seuls les enfants connaissent. Mariama, 9 ans, avec ses tresses soigneusement défaites, couchée sur le ventre, un livre glissé sous son oreiller. Aïcha, 6 ans, en boule sur le côté, un bras autour de son doudou en forme de lion que sa grand-mère lui avait offert. Fatou s'était agenouillée entre les deux lits. Elle avait regardé ces deux visages dans le noir et elle avait pensé à ce que Moussa avait dit. Tu ne m'as donné que des filles. Ces filles. Ces deux lumières. Ces deux raisons pour lesquelles elle se levait chaque matin et trouvait encore du sens à tenir debout. Il les avait réduites à un échec. Les larmes étaient venues doucement. Pas les larmes bruyantes du désespoir. Les larmes épuisées de quelqu'un qui tient depuis trop longtemps. Mariama avait bougé. Maman. Fatou avait vite passé la main sur son visage. Dors, ma grande. Mais Mariama s'était assise dans son lit avec ses yeux qui voient trop. Tu as pleuré. Ce n'était pas une question. Une observation. Simple, directe, sans filtre d'enfant. Fatou avait voulu dire non, j'ai quelque chose dans l'œil. Mais elle n'avait pas eu la force de mentir cette nuit-là. C'est papa? Cette question-là avait pesé une tonne. Parce que cette question voulait dire que Mariama avait vu. Qu'elle avait comptabilisé les silences, les dîners tendus, les matins où son père partait sans embrasser personne, les soirs où sa mère fixait la fenêtre avec le regard de quelqu'un qui cherche quelque chose qu'elle n'arrive pas à trouver. Fatou avait tendu les bras. Mariama s'était glissée contre elle. Et pour la première fois de cette nuit difficile, Fatou avait laissé quelqu'un la tenir. Même si ce quelqu'un était sa propre enfant de 9 ans. Elles étaient restées comme ça un long moment, dans le noir, sans parler. Dehors, la ville d'Abidjan continuait de vivre. Le dimanche matin, les voitures avaient commencé à arriver dès 9 heures. Un Land Cruiser blanc immatriculé en dehors d'Abidjan. Une berline noire avec chauffeur. Une vieille Peugeot conduite par un cousin. Et la voiture de la mère de Moussa, une Toyota Camry propre comme un sous-neuf, conduite par son neveu attitré. La course était remplie d'abord de voix, puis de parfums de cuisine, puis de regards qui évaluaient.
Fatou avait mis sa robe en wax bleu. Simple, digne. Elle n'avait pas mis de bijoux. Elle avait attaché ses cheveux naturels. Elle n'avait pas mis de maquillage. Il ne lui restait plus assez d'énergie pour construire une façade. Elle avait dit au revoir à ses filles qui partaient chez sa mère pour la matinée. Mariama l'avait regardée avec ces yeux-là. Sois forte maman, elle avait dit. 6 mots. Prononcés avec la gravité d'une femme de 40 ans dans un corps de 9 ans. Fatou avait failli pleurer à nouveau. Elle avait souri à la place. Dans le salon, les parents s'étaient installés. Les oncles de Moussa, 2 hommes dans la soixantaine, impressionnants dans leurs grands boubous brodés, avaient pris place dans les fauteuils les plus larges comme des gens qui croient que la taille du siège confirme le poids de l'autorité. Des tantes avec leurs expressions de circonstance, sérieuses en surface, avides de détails en dessous. Et puis la mère de Moussa était entrée. Mama Koné. 64 ans. Grand boubou violet et or. Perles autour du cou. La façon de marcher de quelqu'un qui n'a jamais douté que le monde tournait autour d'elle. Elle n'avait pas demandé à Fatou comment elle allait. Elle s'était simplement assise et avait regardé la pièce comme quelqu'un qui reprend possession de ce qui lui appartient. Alors, on peut commencer ? Moussa s'était levé. Et devant tout ce monde rassemblé, dans ce salon que Fatou avait décoré, sur ce carrelage que Fatou avait choisi, il avait présenté sa décision comme un directeur général présente un plan stratégique. Calme. Structuré. Sans une seule hésitation. Il avait parlé de tradition. De nom de famille. D'héritage. De responsabilité sociale. Il avait dit ces mots avec l'assurance d'un homme qui sait que sa fortune l'autorise à reformuler n'importe quelle trahison en obligation culturelle. Et il avait conclu en regardant les anciens, « J'attends de vous que vous m'accompagniez dans cette décision. » La pièce avait gardé un silence de quelques secondes. Puis Mama Koné avait pris la parole. « Mon fils n'a pas tort. » Fatou avait levé les yeux vers elle. Un homme de sa position, avec ses responsabilités, a besoin d'un foyer complet. La tradition le permet. La famille le comprend. Et si une épouse ne peut pas lui apporter ce dont il a besoin, il serait injuste de l'obliger à s'en priver. L'un des oncles avait toussé légèrement. Mais Fatou a toujours été une bonne épouse. On ne peut pas effacer ça. Mama Koné avait balayé la remarque d'un revers de main. Personne ne dit qu'elle est mauvaise. Mais être bonne ne suffit pas si on ne donne pas à son mari ce dont il a besoin. Puis elle s'était tournée directement vers Fatou, et avait pris la voix douce des gens qui plantent des couteaux avec le sourire. Fatou, tu as partagé la vie de mon fils depuis le début. Vous avez souffert ensemble, c'est vrai. Personne ne l'oublie. Mais une femme qui aime vraiment son mari ne se dresse pas entre lui et son avenir. Si tu es une femme sage, tu acceptes, et tu gardes ce que tu as construit. Beaucoup de femmes ont tout perdu pour de l'orgueil. Une tante dans le fond avait ajouté, au moins il t'informe. Certains le font sans même prévenir. Une autre, et si Dieu met un garçon dans le ventre de la deuxième épouse, vous en bénéficierez toutes. Bénéficier. Fatou avait senti quelque chose remonter dans sa gorge. Une nausée. Ou peut-être de la colère. Ou les deux ensemble. Elle avait regardé Moussa une dernière fois, cherchant quelque chose, n'importe quoi, un signe qu'il se souvenait de qui elle était pour lui. Il regardait sa montre. Et c'est à ce moment précis que la porte du salon s'était ouverte. Yasmine était entrée. Robe en dentelle crème, cintrée, mettant en valeur un ventre légèrement arrondi. Perruque longue, châtain, parfaitement posée. Sac à main de luxe porté à l'avant-bras. Elle avait la démarche assurée de quelqu'un qui est venu réclamer ce qu'elle croit lui appartenir déjà. Elle avait salué les anciens avec une déférence calculée. Elle s'était assise sans attendre qu'on lui propose une place, et cette place qu'elle avait choisie,
c'était le canapé à côté de Moussa. Dans le salon de Fatou. À côté du mari de Fatou. Comme si c'était naturel. Et Moussa n'avait pas bougé d'un centimètre. Fatou avait regardé Yasmine s'installer. Puis Yasmine avait levé les yeux vers elle. Et elle avait souri. Un sourire discret. Poli en surface. Mais en dessous, un message transmis en une fraction de seconde à travers l'air conditionné du salon. Je suis là. Je porte ce que tu n'as pas su lui donner. Et cette pièce appartient déjà à un avenir où tu n'es plus central. Si la douleur avait une expression, elle aurait le visage de ce moment. L'un des oncles avait fini par se racler la gorge. Fatou, ma fille. Tout le monde t'a entendu, même si tu n'as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu as à dire? Chaque œil dans la pièce s'était posé sur elle. La belle-mère. Les oncles. Les tantes. Moussa. Yasmine. Et dans le silence qui a suivi, quelque chose d'étrange s'est passé. Fatou s'est levée. Lentement. Le dos droit. La mâchoire serrée. Les mains calmes. Elle a regardé Yasmine. Elle a regardé Moussa. Elle a regardé les anciens. Et puis, d'une voix si douce que la pièce a failli ne pas l'entendre, elle a dit, si c'est ce que mon mari a décidé. Elle a fait une pause. Une longue pause qui a aspiré tout l'air du salon. J'accepte. La pièce a explosé en murmures. Mama Koné avait eu l'air soulagé. Quelqu'un avait dit bonne femme. Une tante avait hoché la tête avec satisfaction. Moussa avait esquissé ce petit sourire de l'homme qui pense avoir gagné. Yasmine avait ajusté son sac sur ses genoux avec la posture de la victoire. Mais personne dans cette pièce n'avait regardé les yeux de Fatou à cet instant précis. Personne sauf une seule personne. Mariama, qui n'était pas partie chez sa grand-mère comme on le croyait. Mariama, qui se tenait dans l'ombre du couloir depuis plusieurs minutes, les mains agrippées au mur, regardant tout. Et Mariama avait vu ce que les adultes avaient manqué. Dans les yeux de sa mère, au moment exact où elle avait dit j'accepte, il y avait quelque chose. Pas des larmes. Pas de la résignation. Pas de la défaite. Quelque chose d'autre. Quelque chose de calme et de froid et de déterminé comme un feu sous la cendre. Mariama avait 9 ans. Mais elle avait compris. Sa mère n'avait pas capitulé. Sa mère avait commencé. Cette nuit-là, Moussa a dormi profondément. Le sommeil de quelqu'un qui croit avoir tout réglé. La respiration lente, les muscles relâchés, le visage sans tension. Le sommeil d'un homme qui a présenté son plan, obtenu la validation de sa famille, et qui attend maintenant que le monde s'organise selon ses termes. Il n'entendait pas. Il n'entendait pas Fatou, debout à la fenêtre de leur chambre, regardant les lumières d'Abidjan s'étirer dans la nuit. Elle ne pleurait plus. Les larmes s'étaient taries quelque part entre le lever et le coucher de ce dimanche long comme une vie entière. Il n'entendait pas les pensées de cette femme qui avait passé 13 ans à construire, à porter, à se taire, à endurer, à couvrir, à sourire, à prier, à attendre. Cette femme qui venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Que ceux qui vous ont vu faible croient vous connaître. Mais ils ne connaissent que la version de vous que vous leur avez laissé voir. Et parfois, la chose la plus stratégique que vous puissiez faire, c'est de les laisser croire qu'ils ont gagné. Juste assez longtemps pour que vous construisiez ce qui vient. Fatou a posé sa main sur la vitre froide de la fenêtre. Dehors, la ville ne dormait pas. Des klaxons lointains. Des lumières qui clignotaient. Des gens qui vivaient leurs propres histoires dans leur propre maison derrière leur propre portail. Elle avait pensé à sa mère. Qui lui avait dit un jour, une femme intelligente ne montre jamais tout ce qu'elle sait. Elle attend le bon moment. Elle avait pensé à ses filles. À Mariama et ses yeux qui voient trop.
À Aïcha et son rire qui méritait de continuer à exister dans cette maison. Elle avait pensé à elle-même. À la jeune femme de 27 ans qui avait dit à Moussa, lors de ce baptême à Trècheville, qu'un homme sans rêve est déjà mort à l'intérieur. Et elle s'était dit, il t'a pris tes rêves. Maintenant tu vas construire les tiens. Elle a retiré sa main de la vitre. Elle est retournée au lit. Elle ne dormait pas. Mais ses yeux étaient fermés. Et dans le silence de cette chambre, pendant que son mari dormait du sommeil de l'arrogance, Fatou Koné avait commencé à planifier. Personne dans cette famille ne savait encore ce qu'elle avait décidé. Mais ils allaient le découvrir. Il y a des trahisons qui brisent une femme. Et il y a des trahisons qui la révèlent à elle-même. 13 ans de loyauté. Des bijoux vendus sans un mot. Des nuits de prière pour un homme qui priait ailleurs. Une vie construite à deux mains pour que quelqu'un d'autre vienne s'y installer. Mais voilà ce que personne dans cette famille n'avait compris. Fatou avait tout vu. Tout enregistré. Tout gardé. Et la femme qui avait dit j'accepte dans ce salon n'était pas la même femme qui, 13 ans plus tôt, s'était assise dans une petite pièce à Adjamé en croyant que l'amour suffisait à tout protéger. Cette femme-là avait appris. Cette femme-là avait grandi dans les silences et les sacrifices. Cette femme-là savait exactement ce qu'elle valait. Et elle savait aussi, désormais, ce qu'elle allait faire. Ils croyaient qu'elle avait baissé la tête. Ils avaient tort. Parce que la femme la plus silencieuse dans une pièce est souvent celle qui a déjà tout compris. Et Fatou venait de tout comprendre. La vraie histoire commence maintenant. Si vous voulez la suite, écrivez partie 2 dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Fatou. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Cette chaîne vit grâce à vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et à très vite pour la suite. Parce que Fatou n'a pas encore dit son dernier mot.